Parmi les invités ce soir, monsieur et madame Miller, Arthur Miller et Marilyn Monroe. Well, Mrs. Miller, do you speak French? Est-ce que vous parlez français? No, I'm sorry, I don't. My husband does. Not a word? Oui. Marilyn Monroe, le sex symbole, la victime d'Hollywood. On pensait avoir fait le tour du mythe. Mais derrière les clichés, il est temps de poser un nouveau regard sur l'icône. Féministe, Intelligente, courageuse, rebelle, Multiple, drôle. monstrueuse. C'est une Marilyn qui fait ça. Voici l'autre histoire, moins connue, de Marilyn Monroe. Celle d'une star qui prend son destin en main et fabrique elle-même son image. Elle a sorti ce qu'on appelle un magic marker orange, un stylo, vous savez, pour prendre des notes sur les négatifs. Je refuse que vous publiiez dans Vogue certaines photos. L'actrice lutte contre les studios hollywoodiens et elle ose briser la loi du silence. Moi, je pense qu'elle balance son porc avant l'heure. Mes sœurs, je ne suis pas que Marilyn Monroe, je ne suis pas que la femme qui sourit tout le temps. Je suis aussi une proie. La chose qui coïncide avec MeToo, c'est d'abord que Marilyn, ça a été l'histoire d'un corps qu'on a cru à disposition. Elle a souffert, elle a été exploitée, elle a été martyrisée, elle a été méprisée, mais c'est une combattante. Marilyn Monroe, c'est aussi une militante qui affiche ses convictions. Aujourd'hui, c'est normal et remarquable d'être évidemment antiraciste, mais à son époque, il fallait beaucoup de courage. Une comédienne ambitieuse qui tente de s'émanciper par tous les moyens. Thank you, Anna. Elle écrit quelques pages. Il y a cette phrase extraordinaire, Alone, I'm always alone. Tu m'as dessiné? Ok. Alors je l'ai fait en colère. Marilyn Monroe, une femme d'aujourd'hui, une précurseuse. Marilyn Monroe, elle est la sainte patronne des actrices quelque part. Elle est cette étoile pour toujours dans le ciel du cinéma. Est-ce que je lui dois quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit quelque chose aux étoiles? And I want to thank all the members of the American Legion. Ça, c'est formidable. Ça, vous pouvez repasser en arrière. Depuis sa mort en 1962, l'aura de Marilyn Monroe plane toujours. Cette icône ultra-sexuelle n'a pas été créée par d'autres. C'est l'actrice elle-même qui l'a façonnée toute sa vie. Tout le monde tourne? Oui. Ok. À force de travail. Marilyn Monroe n'existe pas. C'est vraiment une créature. Comme Charlot était la créature de Charlie Chaplin. C'est une actrice qui a une physicalité incroyable. Elle est incroyablement engagée et consciencieuse. Donc, elle fait extrêmement bien son travail. Et son travail, c'est aussi cette séduction. Marilyn, c'est un personnage très très sexuel. Et beaucoup plus qu'on ne croit. C'est une des raisons de sa modernité. Sa plus grande subversion et la chose la plus importante chez Marilyn, c'est cette idée qu'on peut vivre sa sexualité sans culpabilité. Je suis belle, je suis sexy, je suis une des plus belles femmes du monde et je jouis de l'être. Marilyn, objet de désir. Cette image a longtemps occulté une autre histoire, celle d'une femme puissante qui a su échapper à son destin, celle de l'incroyable résilience de la petite Norma Jean Baker. Peu de gens ont subi autant de déménagements qu'elle, de famille en famille, enfant. Et elle a résisté à ça.
Évidemment qu'elle a été marquée par son enfance, mais elle a quand même résisté à ça. Elle est sortie de cette enfance. C'est quelqu'un qui est passé par beaucoup d'épreuves. On sait qu'elle a eu une enfance assez difficile, triste. Beaucoup d'orphelinat, une mère folle, un père inconnu, trimballé à gauche, à droite, toujours cassé dans son élan. Elle est aussi emblématique du contexte dans lequel elle a existé, quoi. C'est un enfant de la Grande Dépression, il n'y a pas eu de possibilité d'aller à l'école. Elle incarne aussi le corps prolétaire, féminin, dans un contexte de guerre et d'après-guerre. Des années plus tard, Marilyn est déjà l'étoile du film « Les hommes préfèrent les blondes » quand elle ose briser un immense tabou. Elle confie à un journaliste le plus lourd secret de son enfance, le viol dont elle a été victime à l'âge de 8 ans. J'avais presque 9 ans et je vivais avec une famille qui louait une chambre à un certain Kimmel. Je passais devant sa chambre quand sa porte s'ouvrit et il dit doucement « Norma, entre s'il te plaît ». Je me suis dit qu'il voulait m'envoyer faire une course pour lui. « Où voulez-vous que j'aille, monsieur Kimmel ?» lui demandai-je. « Nulle part », répondit-il en fermant la porte derrière moi. Il me sourit et donna un tour de clé. « Maintenant, tu ne peux plus sortir », dit-il, comme s'il s'agissait d'un jeu. Je restais quoi, en le regardant. J'étais terrorisée, mais je n'osais pas crier. Je savais que si je criais, je serais renvoyée à l'orphelinat, en pleine disgrâce. Monsieur Kimmel le savait aussi. Au moment où il me prit dans ses bras, je lui donnai un coup de pied, me battis aussi fort que je le pus, mais sans oser faire le moindre son. Il était plus fort et je ne pus m'en défaire. Il répétait sans cesse que je devais être une gentille fille. On voit toute la lucidité de Marilyn Monroe qui comprend, qui déjà nous donne le point de vue de l'enfant. Et le point de vue de l'enfant, c'est la lucidité politique du moment aussi. C'est le choix de sa survie. Elle ne parle pas pour donner une explication d'elle-même ou une clé, ou elle ne parle pas pour produire un effet de lecture sur elle-même, elle parle pour protéger d'autres. Vous voyez aujourd'hui, et ça n'a pas besoin d'explication, à quel point c'est difficile pour une femme de parler des violences qu'elle a subies. D'un viol, mais même de toutes sortes d'autres formes d'agression. À quel point c'est difficile en 2022 d'en parler. Vous imaginez dans les années 50, 60 ce que c'était pour une femme, et une femme comme Marilyn, c'est-à-dire une femme habituée à toutes sortes d'autres interviews, de parler du viol qu'elle avait subi enfant. Cette petite fille aurait dû mourir. Enfin, aurait dû ne pas survivre. Voilà. Mais miracle, elle a trouvé un point de sortie en rêvant très très fort. Il faut rappeler que sa mère a été monteuse de cinéma et Marilyn a passé des journées entières dans des cinémas à voir des films en boucle. Enfin, Marilyn, Norma Jean. And I remember when I was a kid, sitting in the front row at the movies on Saturday afternoon. And I would never come out of the movie, they'd have to come and get me, you know, I'd sit in the front row. And I think how wonderful it would be to be an actress. Tout son désir, toute son énergie d'enfant a commencé à se fixer sur ce but d'une étoile comme ça ailleurs, qu'il fallait soit atteindre, rejoindre, soit créer. C'est en 1945 que Norma Jean Baker va saisir sa chance. Marilyn a été révélée par des photographes et non pas par des cinéastes. Ce sont eux qui ont fabriqué le mythe. Norma Jean Baker, pendant la guerre, elle est toute jeune mariée. Elle a 18 ans et elle travaille dans une usine qui emballe des parachutes, qui a fait appel aux femmes pour soutenir l'effort de guerre.
Et il y a un photographe qui vient faire un reportage, et parmi des centaines d'ouvrières, il en voit une qui, justement, capte la lumière comme personne, qui a cet éclat exceptionnel, alors qu'elle n'est probablement pas maquillée, et c'est elle qui le voit. C'est ce photographe qui s'appelle David Conover, c'est lui qui va repérer le potentiel qui se dégage de cette toute jeune femme fragile, très insécure. Il lui dit « mais ta place n'est pas dans une usine, ta place, elle est devant des photographes, elle est dans des studios. » C'est là que ça démarre. À tout juste 20 ans, Norma Jean a une ambition dévorante. Elle se choisit un nom de scène pour le rôle de sa vie. Marilyn Monroe. La jeune Norma Jean Baker, enfant mal aimée, malheureuse, inexistante, invisible, c'est elle qui a créé ce personnage pour qu'on la regarde. Et ça va prendre des années. La première métamorphose, ça va être la couleur de cheveux. Ce blond, qui a l'air si pur, si naturel, et en fait, c'est une bataille de chaque jour pour tenir ce blond. Le protocole du coiffeur, c'est un protocole de 8 pages. C'est des produits chimiques extrêmement toxiques, c'est des retouches tous les 3 jours. Norma Jean était une petite rousse aux cheveux légèrement frisés. Et donc elle est passée au blond. Et puis finalement, le temps passant, à la fin, c'est même plus du blond, c'est du blanc. Ça devient de la lumière, ça quitte la réalité. C'est assez long, la transformation de Norma Jean en Marilyn tous les matins. C'était plusieurs couches de maquillage, des bases, des fonds de teint. Elle se construisait une peau très très claire, très diaphane, presque blanche. Elle employait cette expression « couleur oreiller sale ». Alors c'est un peu étrange, je n'avais pas rêvé. Elle touillait 5 sortes de rouge à lèvres différents. 5 couleurs, 5 tonalités pour arriver à ce rouge à la fois flamboyant, mais pas non plus trop agressif. Une bouche rouge, un grain de beauté, une chevelure blonde. Marilyn impose des codes très sexuels. C'est aussi un corps qui dénote complètement par rapport à l'époque, parce que c'est très connu que parfois elle ne portait pas de soutien-gorge, elle ne portait pas de gaine, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on voit son ventre, on voit ses seins. Et je pense qu'elle travaille vraiment à créer un corps complètement inédit pour les années 50, qui est justement le retour du corps. C'est le retour du corps libéré de tous ces corsets, qu'ils soient religieux, idéologiques, mais aussi vestimentaires. Et si Marilyn avait joui de son pouvoir sur les hommes? C'est l'hypothèse de l'écrivaine féministe Leila Slimani, que nous avons rencontrée à Lisbonne, au Portugal, où elle réside. Elle était regardée comme un objet. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi chez Marilyn. Et je pense que, pour moi, en tout cas, le féminisme, ça peut aussi consister à dire « j'ai envie d'être un objet ». Qu'est-ce que c'est une femme qui veut être un objet? C'est quoi une femme qui veut être prise? Prise en photo, prise dans le sens sexuel, voilà, prise, qui veut à un moment vraiment vivre cette sensation d'être un objet. Est-ce qu'on est obligé de toujours le subir? Est-ce qu'il y a une forme de plaisir? C'est toute petite, au Maroc, que Leila Slimani découvre Marilyn Monroe à l'écran. Un choc visuel. Je la rencontre très jeune, vers l'âge, je sais pas, peut-être de 8-9 ans. Je la rencontre en regardant ses films avec mes sœurs. Donc d'abord les films où elle chante. Moi, mes premiers souvenirs, c'est Marilyn qui chante. We're just
On était avec mes sœurs, vous savez, quand on est plusieurs filles à regarder un film, enfin c'est souvent comme ça, quand on est enfant, on choisit toujours qui on est. Alors moi je serais elle, et toi tu serais elle. Alors moi j'étais plutôt Jane Russell parce que je trouvais qu'elle avait un côté viril comme ça, puissante. Et en fait, et puis je trouvais ça impossible finalement de s'identifier à Marilyn, tellement elle était étrange pour moi. Il y a ces fameux seins qui sont... Alors moi, c'est quelque chose qui me fascinait quand j'étais enfant. Moi qui viens d'une famille de femmes, on est toutes plutôt maigres, plates. J'en avais jamais vu des comme ça. Puis ils étaient pointus. C'est un corps presque irréel. On a l'impression que ça n'existe pas dans la vraie vie. Ce corps, il lui apporte aussi du pouvoir. On le voit dans les conférences de presse, la façon dont elle minaude un peu sa voix, la façon dont elle met ses seins en avant. Elle comprend bien aussi que ça trouble tellement ceux qui sont autour d'elle et qui sont majoritairement des hommes que d'une certaine façon, c'est, moi je trouve, plus que l'assumer. C'est l'utiliser constamment, à la fois comme outil de travail, comme outil de pouvoir. La créature Marilyn Monroe, c'est vraiment le contraire du naturel. Ce monstre au sens mythologique, c'est-à-dire à la fois ce phénomène, mais à la fois cette chose dévorante, effrayante, excessive, qui n'a plus de dimension et qui la dépassait. Il y a une citation incroyable de Truman Capote qui raconte qu'un jour, il voit Marilyn se regarder très longuement dans le miroir. Et il demande à Marilyn « Qu'est-ce que tu fais, Marilyn ?» Et elle répond « Je la regarde. » Pour atteindre des sommets, Marilyn s'appuie sur un formidable atout. Sa photogénie inégalée. Il se passait quelque chose de l'ordre d'une alchimie très sexuelle lors des séances photos. C'est quelqu'un qui fait l'amour avec le regard des hommes. Et tous les photographes sortent extrêmement troublés et avec cette impression qu'ils ont vécu un moment très intime avec elle. Peut-être plus intime que quelqu'un qui aurait couché avec elle. Et c'est ça qu'elle produit. C'est-à-dire elle produit un rapport sexuel à même la photo. Et ça se voit en fait sur les photos. Ça se voit vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que toutes ces photos restent avec une intensité que vous ne retrouvez sur aucune autre femme de cette époque, ni sans doute sur aucune femme dans l'histoire du XXe siècle. C'est qu'elle donne tout. Marilyn, une professionnelle de l'image qui contrôle tout. Comme lors de sa dernière séance photo, signée du photographe star de l'époque, Bert Stern. Moi, je suis ravi de parler de Marilyn parce que j'ai eu la chance de rencontrer Bert Stern. J'ai travaillé avec lui jusqu'à sa mort. Il m'a transmis cette émotion, il m'a transmis ce qu'il a vécu avec elle. Olivier Lorquin était un ami de Bert Stern. C'est à Los Angeles, à l'hôtel Bel Air, que le photographe a choisi d'immortaliser Marilyn. Il a loué une très jolie suite dans cet hôtel. Elle ne vient qu'avec 6 heures de retard. Et le courant passe. La séance démarre avec des accessoires de mode. Et l'une des toutes premières photos, elle sourit à Bert Stern. C'est un sourire très timide, mais en même temps, à travers ce sourire, on se rend compte qu'elle va s'abandonner. Et cette séance va durer très longtemps, toute la nuit. Il a senti qu'il se passait quelque chose d'incroyable. Et il y a eu une véritable, je dirais, collaboration. Lui, il faisait les photos, et Marilyn aimait être photographiée. Donc il y a véritablement une fusion entre les deux. Et ils vont dans une des chambres de l'hôtel Bel Air, et clac, ils s'enferment. Et à ce moment-là, naturellement, elle ne suçait pas de la glace, Marilyn lui non plus, et commence à la photographier, et puis elle boit de plus en plus. Et plus elle la photographie, plus elle s'abandonne, et plus elle se laisse aller, et plus elle se minue. Il y a cette très belle photo où elle regarde l'objectif, elle est sur le ventre, vous savez, et elle est étourdissante. En 3 jours, Stern prend plus de 2700 photos. Marilyn se donne entièrement, s'endort devant son objectif. À son réveil, elle est impitoyable avec elle-même. Marilyn a exigé de voir
toutes les planches contact et éventuellement les négatifs des photos qui ne lui convenaient pas, parce qu'elle voulait contrôler son image. Poser devant un photographe, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça montre et qu'est-ce que ça rend sur la photo? Elle a passé des heures à regarder les épreuves, à demander au photographe ce qu'elle avait mal fait. Elle était à la fois le regard et la regarder. Elle a sorti ce qu'on appelle un magic marker orange, un stylo, vous savez, pour prendre des notes sur les négatifs. Et elle dit à Bernstein, voilà, je refuse que vous publiiez dans Vogue certaines photos, dont la photo que Bernstein va appeler crucifixion. Elle met une croix sur elle, et il y en a bien d'autres. Et effectivement, elle contrôle son image. Une parfaite communicante. Loin de son image classique de victime d'Hollywood, la star sait même parer les attaques. Alors, la fameuse affaire du calendrier. L'affaire du calendrier, elle éclate en 1952, alors que Marilyn Monroe, à ce moment-là déjà, est en train de tourner son premier vraiment grand film important. Et c'est surtout un film d'un immense réalisateur, Fritz Lang. Donc ce film qui s'appelle Clash by Night, en français Le démon s'éveille la nuit. Une journaliste va sortir des oubliettes, un calendrier, dans lequel apparaissent 2 photos de Marilyn, d'une jeune Marilyn nue. Sur ce grand drap en velours rouge, on voit Marilyn dans la splendeur de ses 22 ans. Il y a un mélange d'ingénu, de candeur et d'attitude provocante. C'est coquin. Et c'est destiné à être punaisé dans les chambrées des garçons, dans les cabines des chauffeurs routiers, etc. D'où le terme de pin-up, punaisé. C'est une catastrophe. Pour une comédienne qui est en plein envol, ça peut casser sa carrière. On sait aussi la double nature américaine, capable de créer Playboy, mais en même temps d'une pudibonderie incroyable. Et donc, ça choque. À ce moment-là, c'est la panique à Hollywood et c'est la panique chez les patrons des studios qui disent qu'il n'y a qu'une ligne de défense possible, il faut nier en bloc. Marilyn est elle-même revenue sur ce scandale dans une interview sonore que nous avons retrouvée. Elle date de 1960 et a été enregistrée par un journaliste français. I was hired at Fox. They called on the set. Did you pose for a calendar? And I said, yes. Anything wrong? There was great anxiety and their voice said, oh, don't say you did. Say you didn't. I said, but I did. Marilyn va désobéir au studio, une fois n'est pas coutume, et au lieu de nier en bloc, elle va tout avouer. Oui, c'est elle a posé nue parce qu'elle avait besoin d'argent. Elle dit non, j'avais faim. J'avais faim. C'est une magnifique réponse, quand même. J'avais faim. Eh bien, elle a rappelé ses origines populaires. En racontant la vérité, en se montrant sincère, dans la mesure du possible, face à la presse, en jouant la petite fille fragile, la jeune femme fragile, issue d'un milieu très modeste, elle va retourner l'opinion publique en sa faveur, et ça, elle va ensuite s'en servir. Entre Marilyn Monroe et les médias, un jeu de séduction se met en place. What do you think of this tremendous crowd, this tremendous demonstration here? I'm very moved. Yeah, Marilyn. Yeah. Quand on voit la Marilyn des grandes années, très connue, qui répond à la presse, qui fait des interviews, avec sa petite voix, ou fragile, ses hésitations, on a l'impression qu'elle est complètement spontanée et naturelle. Elle ne l'est pas. Tout ça, c'est du travail. Sa voix, c'est une création, bien sûr. Oui. À l'origine, il y avait le bégaiement. Elle avait un bégaiement important. Et c'est très difficile de sortir d'un bégaiement. Très, très difficile, en fait. Sometimes if I'm very nervous or excited or something, I stutter. Oh, it's painful. Oh, God. Elle ne s'est pas soignée elle-même de son bégaiement. Elle a joué à quelqu'un qui ne bégait pas. Et sa force, c'est que, à force de travailler ce personnage, elle a fini presque par le rendre naturel. Mieux, l'ancienne bègue manie le verbe comme personne pour séduire la presse et le public.
La petite phrase, ça plaît à la presse écrite. C'est pas les grands discours, non, mais la petite phrase que tout le monde va reprendre, hein, qui va être ensuite répercutée dans toute la presse et qui en plus peut se traduire dans le monde entier, ça marche. Aujourd'hui, on parlerait presque, je sais pas même, d'éléments de langage. Elle a trouvé ça toute seule et elle a beaucoup utilisé les médias par voilà, ces petites phrases toujours qui sont à la fois de fausse ingénuité et d'humour. You feel you said you wanted to grow. You feel you have grown? Well, I hardly know how to answer that since they misinterpret that, meaning I'm not in inches or something. I'm not talking about Elle avait des sorties absolument magnifiques et un jour, on lui demande comment elle s'habille la nuit pour dormir, ce qui est quand même assez impudique comme question. Et elle a cette réponse superbe, Chanel numéro 5. Cette maîtrise totale de son image a fasciné des générations d'actrices. À la fin des années 80, une autre blonde mythique se prête face caméra à un drôle de jeu. Prendre des leçons de Marilyn. Now, thank you. And I want to thank all the members of the American Legion. Ça, c'est formidable. Ça, vous pouvez pas repasser en arrière, juste le moment là où d'un seul coup, c'est comme une répétition de... Non. C'est fou, vous avez vu le regard, la différence, c'est incroyable. Tout est joué. Mais parce que pour elle, ça fait partie de son métier. On sent bien que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit des actrices venir chercher des prix, où il y a toujours un espèce de mélange de timidité, de nervosité. Elle, on sent qu'elle est vraiment préparée. Et je dis pas que ça ne lui fait pas d'émotion, c'est pas ça, mais je trouve qu'elle joue vraiment comme un film. Elle est la sainte patronne des actrices, quelque part. Je crois qu'elle incarne vraiment le comble et donc le miroir grossissant d'une réalité commune des actrices comme ouvrières du cinéma, comme ouvrières techniciennes, autrices de cinéma. Marilyn, ce qu'il y a de fou, c'est que c'est tout de suite quelque chose de très intime. Chacun a sa Marilyn. Et chacun a l'impression d'avoir un rapport presque personnel avec elle, comme une sorte de miroir. Je pense que toutes ces stars comme Deneuve, Madonna, Britney Spears, Rihanna, elles savent qu'elles viennent de là, que c'est le point d'origine. Olivier Steiner a proposé à une légende du cinéma français, Isabelle Adjani, de se confronter sur scène à Marilyn. Elles sont très différentes. L'une est aussi brune que l'autre est blonde. L'une est très américaine, l'autre est très européenne et très française. Mais les points de rencontre sont étonnants. Ces deux stars qui sont connues à la fois pour leurs films, leurs rôles, leurs personnages, ce qu'elles ont créé, mais aussi pour leur vie privée, qui est devenue par moments mythique. Nettement plus discrète que son aînée américaine, Isabelle Adjani a accepté de nous confier, dans un texte inédit, sa fascination pour Marilyn. Je dis dans le texte d'Olivier Steiner qu'elle est comme une sœur, petite ou grande selon les moments, qu'elle est comme une amie que je n'aurais pas connue, mais que je connais par cœur. Voilà. Alors oui, même si j'ai pas envie de chercher à vous expliquer, je vais continuer un peu à vous parler de Marilyn. Elle est cette étoile pour toujours dans le ciel du cinéma. Est-ce que je lui dois quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit quelque chose aux étoiles? De toute façon, toutes les actrices, toutes, doivent quelque chose, elles doivent quelque chose à Marilyn. C'est la star matricielle, comme le dit Edgar Morin. On peut imaginer que d'elle découlerait
toutes les stars jusqu'à nos jours, en remontant jusqu'à la première. Et on peut imaginer qu'elle serait une source pure, le point cardinal, la formule la plus concentrée. Aussi brune soit-on. Marilyn, c'est de l'art, même du grand art. Et ce qui frappe, je trouve, ce qui me frappe le plus, moi, c'est peut-être sa modernité. Elle est complètement de son époque et totalement d'aujourd'hui. C'est un exploit, non? Si Marilyn est d'aujourd'hui, c'est qu'elle fut en avance sur son époque. Marilyn Monroe, c'est une héroïne, c'est une combattante, c'est une figure incontestable de ce qu'on pourrait appeler, avec des guillemets, le militantisme féminin. Et c'était une femme qui a toujours été sensible à la cause des Noirs, qui a été même capable de se mettre en danger pour, à telle ou telle occasion, soutenir cette cause. Elle a défendu Ella Fitzgerald, qui était déjà connue au milieu des années 50, mais la ségrégation raciale était alors totalement en place aux États-Unis et Ella Fitzgerald ne pouvait pas se produire dans certains clubs malgré son succès. Well, my very favorite person, that's Ella Fitzgerald. Un des clubs de Los Angeles, le Mocambo, refusait, comme les autres, de programmer Ella Fitzgerald. Et Marilyn est allée voir le patron du Mocambo. Elle lui a dit, mais moi je veux absolument que Ella Fitzgerald donne des spectacles ici. Et je vais venir tous les soirs au premier rang pour la soutenir. Aujourd'hui, c'est extrêmement, à mon sens, normal et remarquable d'être évidemment antiraciste, mais à son époque, il fallait beaucoup de courage. Un épisode méconnu fait aussi d'elle une figure féministe d'avant-garde. En 1953, Marilyn prend la plume pour briser la loi du silence. Dans cet article, elle balance qu'Hollywood est peuplé de prédateurs sexuels, qu'elle appelle des loups. Il y avait évidemment une loi de l'omerta à cette époque. Puis les patrons des studios et les grands producteurs, ils avaient un pouvoir immense sur les destins de ces filles-là. C'est-à-dire, ils pouvaient vraiment décider du jour au lendemain que vous n'alliez plus tourner, que ça en était fini de vous. Donc il fallait plaire, il fallait être agréable. Et puis évidemment, il fallait respecter la loi du silence. Quand elle parle d'agressions, des agressions sexuelles qu'elle subit à Hollywood de la part de producteurs et d'hommes du milieu, en fait, aujourd'hui, on relit ça et on se dit que l'affaire Weinstein n'est qu'une affaire parmi tant d'autres à Hollywood, et c'est bien ça le problème, puisqu'elle va notamment parler des nombreuses fois où on lui a dit que pour qu'elle puisse avoir un rôle, il faut que, par exemple, qu'elle couche ou qu'elle se laisse toucher par d'autres hommes. Elle raconte une anecdote totalement glaçante où un homme l'enferme dans une chambre d'hôtel, et elle explique que cet homme a commencé à lui dire que comme elle jouait des rôles de fille facile, c'est qu'elle devait en être une aussi. Moi, je pense qu'elle balance son porc avant l'heure, et puis j'ai l'impression que ce texte aussi, ce qui fait que peut-être il est très moderne, c'est que pour moi, il est adressé à des femmes. D'abord pour leur dire, entre guillemets, mes sœurs, je ne suis pas que Marilyn Monroe, je ne suis pas que la femme qui sourit tout le temps et qui est tout le temps belle et qui a l'air si heureuse d'être regardée par le monde entier. Je suis aussi une proie. S'il y a un geste féministe, s'il y a un geste balance ton porc, il est là-dedans. Le mouvement MeToo, mouvement qui est né tellement d'années après elle, devrait mettre Marilyn dans son panthéon, parce que ce qu'a fait Marilyn a aussi rendu possible des décennies plus tard ce réveil extraordinaire des femmes à travers MeToo.
Marilyn contre le système hollywoodien. Cette confrontation a structuré la carrière de l'actrice. Sous contrat avec la Fox pour la plupart de ses films, elle a combattu toute sa vie pour qu'on la prenne au sérieux. Hold it! Here comes the girl who put into movies. Marilyn Monroe. 1960. Dans Le Milliardaire, à 34 ans, l'actrice connaît son job sur le bout des doigts. Jouer l'attraction sexuelle, faire l'amour à la caméra et donc aux spectateurs. Marilyn entre en scène, c'est la première fois qu'on la voit dans le film, quand elle arrive et quand Yves Montand, qui joue le personnage masculin, le milliardaire français d'origine française Jean-Marc Clément, la voit pour la première fois. C'est une apparition. On ne découvre pas son visage en premier. On va découvrir ses longues jambes. On a vraiment ce découpage du corps et surtout un découpage qui est vu à travers le regard d'Yves Montand. Il désire Marilyn, il la désire sexuellement. C'est-à-dire qu'on regarde les hommes la regarder. Oui, il y a cette espèce de réjouissance de la mise en scène, de la possession de Marilyn Monroe. Mais elle, ce qu'elle donne là-dedans, c'est unique en même temps. 'Cause my heart belongs to Daddy. Ce qui est très drôle dans cette scène, c'est cette chanson « My Heart Belongs to Daddy ». En la revoyant, je me suis dit, mais en fait, Marilyn, c'est ça, c'est quelqu'un qui dit une chose, mais qui fait apparaître le contraire. Elle dit « Mon cœur appartient à papa », mais elle est en train de dire « Mon corps appartient à tous les hommes ». Dans le grand livre des histoires légendaires du cinéma, Marilyn Monroe et Yves Montand ont vécu une liaison passionnée. Comment est-ce de travailler avec Marilyn Monroe? Écoutez, c'est difficile de vous expliquer Marilyn Monroe. D'abord, en expliquant Marilyn Monroe, on la voit, c'est beaucoup plus agréable, je crois. Et surtout, ce qui me plaisait en elle, c'était son côté. C'était une vraie femme avec un regard d'enfant. La romance de tournage s'est jouée au Beverly Hills Hotel. Aucun des deux acteurs n'est libre. Simone Signoret et Arthur Miller subissent l'étalage du cocufiage dans toute la presse. À Saint-Paul-de-Vence, une femme nous a révélé les coulisses de cette idylle qui cache une autre Marilyn, en pleine rébellion. Je m'appelle Carole Amiel, j'étais la compagne d'Yves Montand et je suis la maman de son fils, Valentin. Il me parlait d'une jolie femme naturelle, justement lorsqu'elle n'était pas maquillée, qui lui aurait fait penser à une paysanne autrichienne. Alors, vous voyez, on est loin de l'image, mais c'était cette peau blanche, ces grands yeux bleus. Il la dépeignait toujours, je dirais, d'une façon très naturelle. Et il aimait beaucoup quand elle était davantage naturelle que Marilyn. Monroe avait vu Montand chanter à Broadway. Elle a soufflé elle-même le nom de l'acteur pour jouer son faire-valoir, le milliardaire. Un grand nombre d'acteurs américains ont refusé le rôle du milliardaire dans Let's Make Love parce que les acteurs américains, je ne dirais pas les noms, ne voulaient pas en gros servir la soupe à Marilyn parce que c'est quand même un film qui est évidemment basé sur Marilyn. Elle était très souvent en retard, ça c'est de notoriété publique. Et quelques jours après le début du tournage, je lui dis, avec dans son pauvre anglais, you know what? Je sais pourquoi tu es en retard. Because you are scared. Parce que tu as peur. Et là, tout à coup, elle se prend... Elle est prise un peu de panique. Il l'a percée à jour. L'une des raisons majeures de son chagrin, c'était qu'elle avait l'intelligence pour savoir qu'il y a certaines choses qu'elle ne pourrait pas interpréter et qu'elle était, si vous voulez, donc en permanence obligée de jouer le personnage Marilyn tel que ce qu'imaginaient les gens, ce qu'elle n'était pas du tout dans la vie privée.
La seule chose dont il m'est parlé, c'est qu'elle aurait souhaité jouer des rôles plus tragiques. Ce qui était dommage, c'est que son physique, je dirais un petit peu l'image qui avait été fabriquée par Hollywood, l'enfermait dans une sorte de rôle qu'elle aurait voulu dépasser pour faire des choses plus profondes. Carole Amiel a accepté de nous révéler un trésor. Cette photo exceptionnelle que Monroe a donnée à Montand. Elle lui dit « Je t'aime » en français et décrit son exaspération face à Hollywood. « Monsieur, tu m'as appris que c'était trop facile d'être triste. Désormais, ils me rendent tous dingues. » Aux sources de sa rébellion, Marilyn a encaissé des années de frustration. Marilyn Monroe avait le sentiment qu'elle était un peu sous-considérée. Elle est toujours absolument extraordinaire, elle a cette puissance d'irruption assez incroyable, mais on ne peut pas dire qu'elle a eu de très grands rôles. Marilyn reproche à la Fox le fait que la Fox, et notamment Daryl Zanuck qui règne en maître sur le studio, ne comprend pas son potentiel. C'est pour ça qu'elle a tourné beaucoup de mauvais films, c'est pour ça qu'elle est très souvent un faire-valoir qui apparaît 20 secondes. De rôle en rôle, Marilyn incarne toujours le même personnage. Oh, I forgot to return your breadstick. I'm awfully sorry. I'll forgive you. Good night. Yeah, but is that still all? Jim, I had a wonderful evening. I like you very much. Un archétype hollywoodien bien défini, celui de la dumb blonde, la blonde idiote. De son vivant, ses contemporains qu'on adore et qu'on adule, comme Marlon Brando par exemple ou James Dean, ne parlons même pas des réalisateurs. Billy Wilder, John Huston n'avaient que du mépris pour elle. You know, it's interesting that people associate, if you happen to have blonde hair, you know, naturally or not, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view. This is what they call classical music, isn't it? Yeah. I could tell because there's no vocal. Don't talk. Démonstration dans le film 7 ans de réflexion. Isn't that silly? It's very easy. Marilyn livre une performance légendaire dans l'une des scènes les plus connues de toute l'histoire du cinéma. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Pourtant, le mépris d'Hollywood se lit jusque dans le générique du film. Est-ce que vous vous souvenez du nom du personnage de Marilyn dans 7 ans de réflexion? C'est Baby. Non. Non, c'est... Pardon. Vous vous souvenez de son nom dans 7 ans de réflexion, du nom du personnage? Absolument pas. Elle n'a pas de nom. C'est la voisine, hein, je pense, ouais. Au générique, c'est la voisine. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça raconte vraiment une injustice, hein, parce que c'est ça, la tragédie de Marilyn Monroe. C'est pas qu'elle est trop belle, c'est qu'on lui propose des choses pas assez bien. You got what you want that you wanted? Well, as I say, the thing I like the most is to become a real actress. Marilyn Monroe n'a pas cessé de souffrir évidemment d'Hollywood et aussi de se révolter contre Hollywood, d'essayer d'avoir d'autres rôles, d'essayer d'être mieux payée. Elle n'a pas cessé de résister au point de faire ce que les prisonniers parfois comme Monte Cristo réussissent, à foutre le camp d'Hollywood. Il y a un côté Monte Cristo chez Marilyn Monroe. En décembre 1954, Marilyn Monroe quitte Los Angeles, incognito. Affublée d'une perruque brune, elle s'enregistre sur un vol sous l'incroyable pseudonyme
de Zelda Zonk. Direction New York, direction la liberté. This will be my home from now on. Oh, that's my favorite place in the world so far that I've seen. I just like walking around. I like the streets. I guess the people and the streets and the atmosphere. I just like it. Loin d'Hollywood, Marilyn va prendre des risques et totalement se réinventer. À New York, il y a ces très belles photos où elle a les cheveux courts, il y a des photos dans le métro. Il y a des photos sur le toit de l'hôtel où elle est très songeuse. On voit plus son intelligence, on voit plus sa profondeur que dans les premières images auxquelles j'avais été confrontée, qui étaient plus nunuches, on va dire, ou plus kitsch. Et là, elle a une veste, souvent avec le col relevé, elle fume, elle regarde vers l'horizon. C'est une femme qui a l'air traversée par plein de doutes. Sa priorité, c'est d'améliorer son jeu d'actrice. À peine arrivée, elle s'inscrit à la célèbre école de théâtre de l'Actors Studio. L'Actors Studio, il faut bien mesurer ce que c'était à l'époque. C'était un lieu absolument sulfureux, avec des gens qui vivaient la comédie, qui vivaient l'art dramatique d'une toute autre façon qu'à Hollywood. L'Actors Studio, on vous disait « entrez en vous-même ». Découvrez finalement dans votre propre vie ce qui pourrait vous aider à jouer. Et Marilyn, c'est ça qu'elle voulait faire. Elle voulait comprendre quelque chose d'elle-même. Tu sens ta respiration, tu retiens des choses. À Paris, Sébastien Guimbert enseigne la méthode Actors Studio à de jeunes comédiens. Il y a énormément d'émotions en toi, avant même de commencer. L'arrivée de Marilyn Monroe, c'est vrai que ça a créé une onde de choc au sein de l'Actors Studio, dans le sens où, surtout à cette époque, c'était vraiment considéré comme un temple sérieux de l'art dans un monde des États-Unis où tout était show business. C'était vraiment comme un temple où on cherchait à jouer des pièces ou des films réalistes, loin de tout ce qui pouvait être superficiel. Et elle représentait, à ce moment-là, vraiment la superficialité. Et cet homme à cheveux gris qui monte l'escalier, c'est Lee Strasberg, le directeur artistique du studio. Le prestigieux professeur d'art dramatique Lee Strasberg initie Marilyn Monroe à sa méthode, parfois déroutante. L'Actors Studio, c'est une technique consciente pour pouvoir croire en quelque chose qui n'est pas là, pour pouvoir être ému vraiment. On utilise ce qu'on appelle la mémoire sensorielle et la mémoire émotionnelle. Al Pacino, Dustin Hoffman, Steve McQueen, Robert De Niro, tous ont été formés à cette méthode. C'est aussi difficile que de devenir un danseur étoile, c'est aussi difficile que de devenir un grand violoniste. C'est très exigeant. When I started to work with him, I would sort of assume something. And he says, "What are you doing?" I said, "Well, I have to get into the part." He says, "No, but you're a human being, so you start with yourself." I said, "But with me?" He said, "Yes, with you." He helped me a great deal. Elle est extrêmement touchée parce que Lee Strasberg est la première personne, selon elle, qui la considère comme un être humain. Où il ne voit pas Marilyn Monroe, il voit Norma. Et ça, pour elle, c'est... I think probably he changed my life more than any other human being that I've met. Marilyn Monroe était un peu obsessionnelle avec le travail. On sent en fait qu'elle se fichait pas la paix. Elle prenait ses notes, elle essayait d'assister, même de regarder le travail beaucoup des autres, etc. Elle va
vraiment de manière extrêmement humble, modeste et très courageuse, jouer devant des élèves qui quand même la regardent sans doute au départ avec un peu d'ironie. La blonde Marilyn qui prétend jouer Anna Karénine sur scène, ça fait rire un peu tout le monde et elle va bouleverser tout le monde. Malgré ses efforts, la Fox ne semble pas sensible à son talent en plein envol. Marilyn Monroe prend donc les devants et crée sa propre société de production. C'est beau de se dire que cette actrice, qui est peut-être la plus connue du monde à ce moment-là, en tout cas qui s'inscrit incontestablement au plus haut de l'affiche d'Hollywood, c'est très beau de se dire que cette actrice rêve de films tout à fait différents de ceux qu'on lui propose et qu'elle a envie de les produire elle-même. Et je trouve que peu de comédiens et de comédiennes au XXe siècle ont eu cette audace-là, ont été capables de franchir ce Rubicon-là. C'est vraiment un vrai défi, un vrai même bras d'honneur lancé aux studios hollywoodiens qui sont surpuissants. Ça, c'est évidemment le crime de lèse-majesté qui ne va jamais être digéré par les grandes compagnies hollywoodiennes. Elle attente à des intérêts énormes et elle prend une autonomie, une liberté qu'on ne lui pardonnera jamais. Je crois qu'on ne sait pas assez ce que ça a pu représenter pour Marilyn de devenir une patronne, de devenir la patronne de sa petite société. Elle prend vraiment les choses en main et du coup, elle embauche Laurence Olivier, ce qui est quand même pas rien. Laurence Olivier, le grand dramaturge, réalisateur et comédien anglais, c'est le grand acteur shakespearien. Jouer avec Laurence Olivier, ça paraît complètement fou. Ça va être la première, effectivement, production des Marilyn Monroe's Productions. Gosh, your Grand Ducal Highness, how I love you! Hors plateau, Marilyn Monroe a aussi droit à son conte de fées. Dans le rôle du prince charmant, le célèbre dramaturge Arthur Miller. Elle est fascinée pas par l'homme, pas par son physique, voilà, mais elle est fascinée par l'intelligence, par la culture. Arthur Miller représente le New York, c'est-à-dire le milieu intellectuel juif new-yorkais, le théâtre. Arthur Miller, c'est une caution intellectuelle pour elle qui est, c'est inimaginable. Pour les médias, c'est une mine d'or. C'est juste une histoire complètement géniale. Marilyn met tout en œuvre pour rattraper ses lacunes culturelles. Elle veut apprendre, elle veut comprendre. Elle parle avec des scientifiques, elle parle avec de grands écrivains. Elle lit Ulysse de Joyce. Ce n'est pas non plus un simple exercice comme ça pour faire la maline. Elle l'a lu. On connaît sa bibliothèque, elle était riche d'environ 400 volumes. Il y a des classiques, mais il y a aussi un intérêt pour la littérature de son temps. Par exemple, On the Road, de Kerouac, sorti en 1957, elle l'a dans sa bibliothèque. Et puis, elle avait aussi un goût pour des peintres, disons, plus, entre guillemets, classiques. Elle aimait Goya, et le Goya des démons. Ça lui parlait, de toute évidence. Et puis, il y avait aussi Rodin. Une très belle pièce de Rodin qui s'appelle La main de Dieu, pour laquelle elle avait une fascination et sur laquelle elle se documentait. Elle a lu des choses sur Rodin. J'ai pas envie de jouer à m'étonner que Marilyn Monroe aime la littérature, aime la peinture. J'ai pas envie de jouer à m'étonner que Marilyn Monroe soit intellectuelle. J'ai pas envie de jouer à m'étonner que Marilyn Monroe soit en dialogue avec les intellectuels de son temps. J'ai pas envie de m'étonner qu'elle ouvre des livres. Pour moi, il est évident que de toute façon, les actrices sont des autrices et des artistes et que c'est leur métier d'apprendre.
et que c'est leur métier de connecter les arts. Pour moi, le grand geste féministe de Marilyn, c'est finalement son appétence pour le savoir. C'est le fait qu'elle comprend que, évidemment, on ne peut pas être qu'un corps et qu'on est aliéné en étant qu'un corps. Et donc, son geste d'émancipation, c'est de comprendre qu'il faut se cultiver, devenir une femme qui pense, devenir une femme aussi qui s'intéresse aux livres, qui a envie d'en savoir plus sur le monde qui l'entoure. Elle comprend qu'une femme qui apprend, c'est une femme qui se met en position de reprendre le contrôle de sa vie. Ce désir d'émancipation, un homme a eu le privilège de le découvrir avant tout le monde. Bernard Comment est éditeur. Il a eu en 2010 la chance de sa vie lorsqu'un inconnu l'approche à un dîner mondain. Quelqu'un s'est assis à côté de moi, m'a dit « Nous avons des textes de Marilyn Monroe. Est-ce que vous connaissez Marilyn Monroe ?» Voilà. Bon, ça commence comme ça. Je me dis, tiens, le type est un peu bizarre, mais en même temps, Marilyn, on se dit que c'est intéressant. Et quelques semaines après, j'ai reçu un appel, en effet, pour venir à New York le surlendemain. Ouais, alors, je sais jamais comment c'est numéroté. Dans le plus grand secret, Bernard Comment a reçu une proposition incroyable. 8. Travailler sur les écrits inédits de Marilyn Monroe. 4. Ah ouais, c'est là-bas. Voici les images d'un de ses voyages en 2012. On n'est pas obligé de les prendre dans l'ordre. Il a rendez-vous chez Anna Strasberg, la veuve de Lee Strasberg. C'est l'héritière de Marilyn Monroe car la star, à sa mort, a quasiment tout légué à son ancien professeur de théâtre. Thank you, Anna. J'adore ça. Surtout ce passage. Oh yes, it's beautiful. It's beautiful. C'est beau, n'est-ce pas? Je vous laisse seule. Thank you, Anna. J'ai vécu 40 ans avec Lee et avec tous les effets de Marilyn. Quand ils sont arrivés ici, je venais juste de me marier. C'est moi qui ai tout passé en revue. Tout, la moindre pièce, encore et encore. Je les ai catalogués, je les ai stockés, protégés. Et le problème avec Marilyn, c'est que les gens ne connaissent que la Marilyn qu'elle a créée. Pas la Marilyn qui était là et qui voulait prendre la parole. Anna Strasberg a confié au petit éditeur français la lourde tâche de rendre la parole à Marilyn. Pendant 2 ans, Bernard Comment déchiffre et décrypte les écrits hétéroclites de la star. Donc ça, c'est exactement la forme sur laquelle j'ai découvert les documents, c'est-à-dire dans des chemises en plastique. Par exemple, ce document qui est très très beau, une espèce de poème, commence sur la ville, les buildings qui sont des squelettes dans la nuit. Alors ça, c'est un des carnets avec écrit record dessus. Et alors c'est amusant parce qu'on voit que elle commence comme ça quelques carnets, elle écrit quelques pages. Il y a un mélange, hein, il y a cette phrase extraordinaire, hein, alone, I'm always alone, no matter what. Je suis seul, je suis toujours seul, peu importe. Là, c'est des notes qu'elle prend sur la Renaissance italienne, peut-être quand elle suit des cours à l'Université de Los Angeles ou en lisant des livres. Avec ces documents, avec l'organisation de ces documents, leur mise en valeur, eh bien, j'avais le sentiment de faire éclore, en quelque sorte, la vraie ou l'autre vraie Marilyn Monroe, c'est-à-dire une femme sensible, intelligente. Et donc, c'était assez extraordinaire de découvrir ça et de nourrir assez vite le sentiment de réparer une injustice. 50 ans après la mort de l'icône, le livre Événement mondial est publié. Cette fois, on ne parle pas de Marilyn, c'est Marilyn qui parle d'elle-même. On est loin de la bimbo blonde des studios hollywoodiens. La sidération la plus totale que j'ai eue, c'est devant un texte, sans doute un des plus longs d'ailleurs,
écrit sur un papier en tête de l'hôtel Waldorf à New York, où elle raconte un rêve. Il y a son psychanalyste et il y a Lee Strasberg, et ils vont procéder à une opération. Ils vont ouvrir le corps de Marilyn et il y a que de la sciure qui tombe, qui sort de ce corps. Et ce texte, pour moi, il dit non pas ce qu'est Marilyn, mais la peur qu'elle avait d'être illégitime dans ce monde. Le rêve. Tout dans la pièce, c'est blanc. Il m'ouvre. Strasberg avec l'assistance de Hohenberg. Et il n'y a absolument rien. Strasberg est profondément déçu, et même plus, professionnellement surpris d'avoir pu faire une telle erreur. Il pensait qu'il aurait trouvé là tellement de choses, plus qu'il n'avait jamais rêvé chez n'importe qui, et à la place, il n'y avait absolument rien. Pas la moindre chose sensible, vivante, humaine. La seule chose qu'on ait découverte, c'était de la sueur finement coupée, comme sortie d'une vieille poupée de son. C'est une femme, voilà, qu'on peut vraiment définir comme une graphomane, qui a envie de tout poser sur le papier. Alors, peut-être pour des raisons qui sont liées au fait que c'est une femme qui souffre sur le plan psychique et qui pense sans doute qu'en posant les choses, elle va pouvoir peut-être mieux se comprendre et mieux voilà, aller au fond d'elle-même, dans son intériorité. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection, mais je pense que c'est pas seulement ça. Elle a aussi un plaisir des mots, un plaisir, il y a une vraie musicalité dans ce qu'elle écrit. Seuls quelques fragments de nous toucheront un jour des fragments d'autrui. La vérité de quelqu'un n'est en réalité que ça. La vérité de quelqu'un. On peut seulement partager le fragment acceptable pour le savoir de l'autre. Ainsi, on est presque toujours seul. Comme c'est aussi le cas de toute évidence dans la nature. Au mieux, peut-être, notre entendement pourrait-il découvrir la solitude de l'autre. Miller disait d'elle, Marilyn est un petit poète qui récite ses vers au coin de la rue pendant que la foule lui arrache ses vêtements. C'est une phrase magnifique et puis d'une tristesse insondable. Elle est finalement prisonnière du regard. On ne peut pas l'entendre. On a cette impression que finalement les hommes ne peuvent toujours avoir qu'un seul sens qui est sollicité. Soit je te regarde, soit je t'écoute. Mais les deux ne sont pas possibles. On a souvent l'impression que Marilyn, elle parle, c'est vox clamans in deserto, elle parle dans le désert. Au fond, on ne fait que la regarder, mais est-ce qu'on l'entend ? C'est fou, quoi. C'est fou qu'on refuse que les femmes belles puissent être intelligentes à ce point. Le fait que la sensualité, il faille la casser comme ça. Enfin, la posséder, en fait, tout simplement. À un moment, tout le monde se disait que j'étais belle, mais... et donc, en tant que fille, un peu, voilà... grave, avec une voix grave et grande, j'étais assimilée aux belles et donc aux bêtes. Et bon, après on décide de changer, voilà, de refuser ces rôles-là ou pas. Fin 1960. Dans le désert du Nevada. Jean brute, Santiago, silhouette naturelle d'une femme de 34 ans, Marilyn a changé. Elle tient enfin le rôle qui doit changer sa vie. Un rôle sur mesure, celui de Roselyne, la paumée, dans Les Désaxés. The screen's most exciting woman, Marilyn Monroe. I don't place you floating around here
like this? You belong to Gay? I don't know where I belong. Aux côtés de Marilyn, Clark Gable, qu'elle adule. À la caméra, John Huston, avec qui elle a déjà tourné. Au scénario, Arthur Miller, son futur ex-mari. Elle est dans un contexte qui lui est normalement bienveillant, un contexte qui est censé la soutenir. Enfin, Miller a écrit le film pour donner à Marilyn, j'imagine sous son impulsion à elle, donner à Marilyn un rôle à sa mesure. Elle a passé beaucoup de temps à perfectionner son jeu, donc elle a vraiment envie de montrer le meilleur d'elle-même en tant qu'actrice à ce moment-là. Sauf que le beau rêve de Marilyn va se briser, se désaxer. À cause d'une trahison, celle d'Arthur Miller. Arthur Miller a été un grand homme, un grand écrivain et un homme courageux. Et ça a été aussi, ça dit ce que c'était finalement qu'un homme avant MeToo peut-être. Il s'est conduit de façon infâme avec elle. Bon. Miller sait à quel point Marilyn ne supporte pas qu'on lui change les textes qu'elle doit dire le lendemain en tournage. Il sait à quel point ça l'angoisse qu'au dernier moment, il y ait un changement. Eh bien, il s'en fout. Et régulièrement, pendant le tournage des Misfits, il change, j'allais dire à la seconde près, le texte que doit dire Marilyn. Peur d'échouer. Peur de me donner les nouvelles répliques. Je ne serais peut-être pas capable de les apprendre. Je ferais peut-être des erreurs. Les gens vont penser que je ne suis pas bonne, ou rire et me rabaisser, ou encore penser que je ne sais pas jouer. Surtout, Arthur Miller utilise les démons intimes de Marilyn, comme sa dépression galopante, pour nourrir le personnage de Rosalind. Dans Les Désaxés, il y a cette phrase « Tu es la fille la plus triste que j'ai jamais vue, mais tu rends les hommes heureux ». What makes you so sad? I think you're the saddest girl I ever met. The first man never said that. I'm usually told how happy I am. That's because you make a man feel happy. On le sait, elle était dépressive, elle avait beaucoup de problèmes de santé. Et cette phrase, elle est cruelle par rapport à ça, parce qu'on sait très bien que c'est la vérité. La phrase est même presque hors sujet par rapport au personnage qu'elle joue dans Les Désaxés. C'est ça qui est assez incroyable. C'est quelque chose de terrible pour elle, parce que jouer, entrer dans la peau de quelqu'un, c'est une chose, mais entrer dans sa propre peau, qui devient un personnage de film, on comprend immédiatement que le vertige est tout autre et que la trahison est abyssale. Quelque part dans Paris, nous avons rencontré l'un des plus grands dessinateurs français, fasciné par Les Désaxés. Luz veut offrir à Marilyn une image qu'Hollywood lui a toujours refusée, celle de la femme en colère. Je pense que l'image que j'ai de Marilyn, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sur les mugs, mais c'est une Marilyn qui fait ça. Luz a écrit toute une BD sur le tournage des Désaxés. Ce film, il l'a vu juste avant l'attentat contre Charlie Hebdo, avec sa femme. En fait, le film Les Misfits a résonné en moi très vite, parce que c'est un film sur des gens cabossés, et donc ça va, moi je suis quelqu'un de cabossé. Et c'était la dernière fois où j'ai été au cinéma très librement. Voilà. Après, il y a eu le 7 janvier 2015, peu de temps après, et puis là, du coup, la vie a été bouleversée, etc. J'ai été choqué par une scène où Marilyn hurle dans le désert, avec une colère incroyable, et on ne la voit pas.
on ne saura jamais exactement pourquoi le plan a été ce plan-là. Peut-être que c'était pas possible de montrer Marilyn qui fait la tronche dans un film. Ce truc m'a manqué. Il y avait comme un creux, comme un gouffre. Probablement que la plus belle scène dans laquelle elle joue, c'est une scène où on la voit pas. C'est incroyable. C'est dingue. C'est dingue. Alors il fallait trouver un moyen de reconstituer cette scène. On se met à dessiner ? Ok. Alors je l'ai fait en colère. Non, là, elle est pas restée en colère. Pardon, je suis désolé. Je recommence. Il y a cette perruque complètement absurde qu'elle porte pendant tout le tournage. Je crois que Marilyn, c'est le personnage le plus difficile à dessiner en colère. Tu vois, elle est pas ressemblante, hein. Elle est pas ressemblante, non, on s'en fout. On s'en fout. Elle sera jamais ressemblante. Ah, finalement, ça fait du bruit, en fait. Ouais. J'ai changé de crayon exprès, mais je savais pas que ça faisait autant de bruit. En plus, ce qu'elle a devant elle a quand même son futur ex-mari, avec qui ça se passe pas super bien. Clark Gable, Montgomery Clift, sa grosse moustache, Stetson, les cow-boys. Tes fils. Je suis sûr qu'ils ont quand même foutu. Même si on est en plein désert, ils ont dû foutre quand même des spots. Au cas où, on sait jamais. Elle a dit, je pense aussi, dans mon souvenir, elle dit Butchers. Quand on entend le coffre qu'elle a, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de très dur, de très violent, de sincère, tout bêtement. Et qu'il y avait peut-être un peu plus de Norma Jean qui sortait dans cette scène. Elle avait Hollywood devant elle. Elle dit assassin, meurtrier à Hollywood. Moi, je me suis mis ça en tête. Dans les Misfits, on sent qu'on est au spectacle du fait qu'elle n'aura, encore une fois, pas le droit à cette expérience épanouissante de faire son métier. Il y a aussi quelque chose d'infiniment triste, quoi, qui est aussi une opportunité ratée pour elle de travailler dans la joie. Marilyn sombre dans la dépression. 2 mois avant la sortie du film, elle vit l'un des épisodes les plus violents de sa vie. À New York, en février 1961, sa psychanalyste l'a fait interner. Il y a Marianne Criss qui, à un moment donné, considère que l'internement, c'était tout à fait ce qui convenait à cette femme déprimée, malheureuse, peut-être suicidaire. Mais enfin, on voit que c'était une façon pour Marianne Criss d'intervenir sur la vie de Marilyn d'une façon tout à fait excessive. Je me sentais dans une sorte de prison pour un crime que je n'avais pas commis. J'ai pris une chaise légère et je l'ai balancée contre la vitre, ce qui n'était pas évident pour moi qui n'avais jamais rien cassé de ma vie. Ensuite, je me suis calmée avec le verre dissimulé dans ma main et je me suis assise tranquillement sur le lit en attendant qu'on vienne. On est venu et je leur ai dit que si on me traitait comme une dingue, je me conduirais comme une dingue. J'ai fait mine, si on ne me laissait pas sortir, de me taillader les veines. La star sort de la clinique sous une nuée de caméras. Dans la foulée, elle engage un autre psy, Ralph Grinson, à l'éthique professionnelle discutable. Grinson est devenu une sorte de gourou intervenant dans la vie de Marilyn. Dès le début, c'était comme ça. Marilyn venait dîner chez lui, ce qui quand même ne va pas de soi, restait parfois dormir chez Grinson, chez son psychanalyste. Quand vous dites ça aujourd'hui à des jeunes psychanalystes, ils tombent des nues. Et puis, à un moment donné, il discutait les contrats de Marilyn avec ses sociétés de production. Grinson, son analyste. Je vais arrêter là la liste
de ce qui n'est pas simplement, ce qui ne sont pas simplement des erreurs, des monstruosités. Malgré les épreuves, Marilyn n'a rien perdu de son ambition. Pour la première fois de sa vie, elle s'achète sa propre maison à Los Angeles, dans le quartier de Brentwood. L'actrice a 36 ans. Elle tourne le film Les Derniers Jours de George Cukor. Ultime pied de nez à la Fox, elle quitte le tournage un jour de mai pour fêter un anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. À chaque fois que je vois cette image, ça me serre le cœur. On le sait, elle est saoule, elle est morte de trac, évidemment. Elle va chanter avec sa toute petite voix Happy Birthday. Il y a des rumeurs qui circulent déjà à ce moment-là sur Marilyn et John Kennedy. Mais là, c'est quand même une sorte de déclaration d'amour aussi au président. Et elle affiche leur proximité, leur intimité devant l'Amérique entière et devant le monde entier. Je trouve ça très triste. Beaucoup de gens voient une belle scène ou quelque chose d'émouvant, etc. Moi, je vois quelque chose de très violent. Puis voilà, cette robe enlamée, pailletée, très près du corps, cousue à même le corps, reprise en coulisses parce qu'elle arrivait à peine à respirer. Elle était corsetée et en même temps offerte. C'était la femme offerte au président. Elle arrive en retard sur scène. Peter Lawford, le maître de cérémonie, plaisante à ce sujet, mais il a cette phrase terrible où quand elle arrive enfin, il dit « Mr. President, the late Marilyn Monroe. » The late Marilyn Monroe, qui veut dire la très en retard Marilyn Monroe, mais ça veut dire aussi la défunte, the late. Là, je pense que c'est un peu comme pour My Heart Belongs to Daddy, c'est comment on fait passer un double discours. Bon anniversaire, il n'y a rien de plus impersonnel, et en même temps, elle est en train de lui faire l'amour en lui chantant ça, devant tout le monde. C'est toujours ça, Marilyn, c'est, je dis les choses les plus candides, les plus normales, les plus, impersonnelles, et derrière, c'est des flots et des flots de sexe. Il s'agit d'une actrice qui vient donner sa présence à la présidence des États-Unis. Comme un cadeau sorti d'un gâteau. Oui, mais comme un appui politique. Je veux dire, si c'était Marlon Brando, qui était tout aussi appétissant, on aurait trouvé ça courageux. Cette image, elle a été dépolitisée. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday! I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me in such a sweet, wholesome way. Au-delà des débats, le geste incroyable de Marilyn reste gravé dans l'imaginaire collectif, au point de ressurgir là où on ne l'attend pas. Comme au détour des souvenirs du dessinateur Luz. En retard, à Charlie Hebdo, le jour de l'attentat de 2015. Le matin du 7 janvier, un truc qui m'a pas mal sauvé, parce que moi je suis arrivé en retard. Et
quelques minutes, les quelques minutes qui m'ont été offertes de plus, c'est finalement quand ma femme m'a souhaité un bon anniversaire en faisant « Happy Birthday, Mr. President ». Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré quelques minutes au lit de plus. Et son interprétation de Marilyn à l'époque résonne toujours en moi, mais vraiment comme un merci à la vie, absolu. Donc peut-être qu'il fallait que je retrouve Marilyn quelque part pour qu'elle exprime à la fois un peu de colère, et puis peut-être parce que ma femme, c'est un peu une Marilyn, elle aussi. L'actrice la plus puissante de tous les temps repose dans le petit cimetière de Westwood, là où elle est née, à Los Angeles. Le mystère de sa mort, le 4 août 1962, a encore ajouté une strate à sa légende. Une des plus grandes étoiles de l'histoire d'Hollywood est morte à l'âge de 36 ans. Marilyn Monroe a été retrouvée morte dans son lit chez elle dans des circonstances bien éloignées du glamour de sa carrière. Jamais elle ne laissa ses problèmes personnels assombrir sa présence lumineuse à l'écran. Malgré son tempérament orageux, elle assura des performances qui la hissent au plus haut sommet de toute l'histoire du cinéma. Je pense que Marilyn Monroe a été tuée par Marilyn Monroe. Je veux dire, c'est pas forcément... je veux pas dire par là que c'est forcément un suicide ou que je suis persuadée qu'elle s'est suicidée, mais en tout cas, je pense que son personnage l'a tuée. Et ce personnage, c'est à la fois cette femme qui monte sur la scène un peu ivre en chantant « Joyeux anniversaire » et qui... à la fois est excitante mais dangereuse et où on sent que voilà, elle a été tuée par elle-même, parce qu'elle était et parce que c'était peut-être trop surdimensionné pour survivre. Qui a tué Marilyn? L'annonce de la mort de l'actrice, à peine rendue publique, les caméras se précipitent dans sa maison de Brentwood. La presse cherche des responsables, de Kennedy aux Cubains, en passant par la mafia italienne. Je pense qu'on n'aura jamais le fin mot. Moi, j'ai une hypothèse simple, mais fondée aussi sur la simple consultation de ces agendas. C'est-à-dire que sous médecin, vous trouvez toute une liste de médecins. Et on voit très bien ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle se faisait donner des ordonnances pour les mêmes produits par plusieurs médecins, ce qui lui permettait d'aller dans plusieurs pharmacies et d'accumuler des réserves évidemment très dangereuses. Surtout, la mort prématurée et tragique de Marilyn Monroe a fait oublier la combattante. Car en 1962, elle était sur le point d'écrire une nouvelle page de sa carrière. Elle avait monté sa société de production, elle reprenait le tournage d'un film, donc tout était au beau fixe. C'est évident que Marilyn voulait tourner avec les plus grands, et ça rend un peu triste parce qu'on voit, enfin, Marilyn chez John Ford, ça aurait été absolument incroyable. Quel film vous lui aurez offert, elle qui n'a jamais été filmée par une femme? Je lui proposerais le rôle d'une amie. Et surtout, je lui proposerais d'interagir avec d'autres femmes devant une caméra, qui est une chose qui arrive peu, qui lui est peu arrivée, comme c'était peu arrivé à toute cette génération d'actrices. Si tant est que ça arrive vraiment aujourd'hui. Le truc qui me fascine, c'est d'imaginer que si elle avait survécu, elle aurait fait peut-être d'autres films, elle aurait peut-être fait des navets, mais elle aurait peut-être pu diriger. Elle aurait peut-être pu passer à autre chose. Elle était dans un moment d'indépendance. Et moi, j'aime bien l'idée que la fin de ses jours, c'est pas... Il y a un suicide, il y a un truc, on n'en sait rien, mais il y avait une volonté
de sortir du système et de faire un énorme fuck au système. C'est la féministe américaine Gloria Steinem qui a dit à propos de Marilyn et de sa mort, elle s'est noyée en ayant le rivage à portée de main. C'est triste. Il y a des gens comme ça, vous ne les avez jamais connus, mais vous dites que vous auriez aimé les serrer dans vos bras et leur dire « ça va aller ». C'est un personnage d'une immense richesse, d'une immense complexité, mais aussi un personnage qui a évolué en fait en fonction de nos regards sur les femmes, de nos cultures. Et je suis convaincue que si elle avait continué, enfin si elle avait survécu, elle aurait sans doute écrit des choses très belles et des choses qui auraient parlé à beaucoup de femmes, à mon avis. Vie, je suis tes deux directions, demeurant tant bien que mal suspendue vers le bas, le plus souvent. Mais forte comme une toile d'araignée dans le vent, j'existe davantage avec le givre froid et scintillant. Mais les rayons perlés ont les couleurs que j'ai vues dans un tableau. Avis, ils t'ont trompé.